beaucoup d'attaques de type ransomware. C'est des choses qu'on fait la une des médias pendant pas mal de temps, en différentes versions, WannaCry, Petya, Petwrap. Tout ça se fait dans un contexte de plus en plus actif au niveau des cybermenaces. Et on a constaté que voilà, dans l'ensemble, toutes les entreprises étaient impactées. Le plus néfaste dans tout ça, c'est que dans beaucoup de cas, les impacts économiques peuvent être assez importants. On a eu chez Renault, par exemple, des usines qui étaient fermées. Vous avez dans certains supermarchés, voilà, les caisses qui n'étaient plus en état de fonctionner. Et donc ça, c'est vraiment le contexte d'aujourd'hui dans lequel on est. Ça suit une tendance globale de transformation digitale. On a parlé beaucoup de différentes étapes de révolution numérique. Aujourd'hui, on est dans l'ère du tout connecté. Et dans cette transformation, en fait, la sécurité, bien souvent, n'est pas le moteur principal du développement des produits. C'est pas quelque chose d'impératif. Il y a beaucoup de développement sur les produits et que la sécurité, c'est pas forcément le driver principal. Le business est principalement drivé par la digitalisation de manière générale. Et ça, c'est ce qu'on a constaté en termes d'évolution des gros acteurs. Donc, tous les plus grosses compagnies dans le monde, aujourd'hui, c'est de plus en plus des compagnies numériques ou des compagnies liées à l'informatique. Donc, on ne peut pas lutter contre cette transformation digitale. Et donc, il faut prendre en compte la sécurité qui va être véhiculée autour de ça. Je sais pas si vous avez entendu parler, il y a de ça, l'année dernière, il y a eu une grosse attaque via des caméras IP. L'objectif de ça, c'est de dire que les hackers utilisent de plus en plus ces objets connectés, que ce soit des caméras, demain peut-être des frigos, des voitures ou peu importe. Le nombre d'objets connectés est en croissance exponentielle. Et donc, il faut pas uniquement considérer qu'on va sécuriser uniquement un parc de postes comme un parc d'ordinateurs Windows. Il faut considérer la sécurité dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on va aussi se servir des firewalls pour être capable de protéger les flux et pas uniquement protéger des postes utilisateurs. Pour une bonne partie, les vulnérabilités, enfin les attaques sont liées à des vulnérabilités. Donc forcément, la croissance du nombre d'équipements implique aussi qu'on va potentiellement avoir beaucoup plus de menaces ou d'exploits basés sur que ce soit des vulnérabilités protocolaires ou des vulnérabilités sur des puces électroniques ou des vulnérabilités sur des systèmes d'exploitation. Donc, pour vous donner un exemple, la vulnérabilité SSL Orbit, c'est la plus grosse vulnérabilité en termes de protocole de chiffrement. Les récentes vulnérabilités sur Meltdown et Spectre sont liées à des puces informatiques Intel. Et Eternal Blue, c'est l'exploit qui a été utilisé sur les récents ransomware WannaCry et Petwrap notamment. Donc on peut pas nier cette recrudescence de vulnérabilité et donc de failles. Si on prend l'histoire des différentes failles, on constate que il y a de plus en plus de fuites de données, de plus en plus de compromissions, y compris chez des très gros acteurs. On voit par exemple ici eBay, Adobe, Target, ou même des acteurs français. Hein, on a vu passer dans la liste quelques acteurs français et ça peut provenir de différentes sources. On a soit des compromissions internes, soit des attaques externes. On a dans certains cas des rebonds, c'est-à-dire d'abord une attaque externe, puis une attaque en interne. Et ça, c'est vraiment notre quotidien aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde est impacté. Alors, si vous voulez faire le test, j'aime bien cette petite URL là. Have I been pwned? Vous pouvez vous connecter sur cette URL et vous verrez que il y a en fait, si vous mettez votre adresse mail, vous allez retrouver en fait potentiellement, est-ce que votre adresse mail a été inclus ou a fuité au cours d'une fuite de données, d'une fuite d'informations, d'une attaque. Donc je sais pas si tu peux avancer Reda dans les slides. Il y a différents exemples. Il y a des très très gros acteurs hein, comme LinkedIn, Dropbox,
il y a MySpace, Adobe. Alors, il doit y avoir mon propre cas. Malheureusement, j'ai une adresse mail que j'utilise depuis très souvent. Et mon adresse mail et certains de mes mots de passe ont fuité à pas moins de 5 reprises. Et ça veut dire que même si vous pensez avoir une bonne sécurité, que vous utilisez des bons mots de passe, en fait, les hébergeurs ou les serveurs en question, qui sont listés ici, ont été piratés et donc mes informations ont été compromises. Donc, je vous invite vraiment à faire le test. Vous allez sur ce site web, vous mettez votre adresse mail et vous réaliserez que c'est bien, enfin, monsieur et madame tout le monde est concerné par la sécurité informatique. En termes de sécurité, il faut bien comprendre que la sécurité, elle doit se faire de bout en bout. Elle se fait partout dans un réseau. Les menaces, aujourd'hui, elles proviennent plus uniquement d'Internet ou de notre accès à Internet. Donc, on veut plus réfléchir uniquement en termes de sécurisation du firewall ou de la porte d'entrée. Il faut sécuriser un petit peu toute la maison, les volets, les fenêtres, le sous-sol, etc. Parce que les menaces, elles peuvent provenir à la fois des endpoints, du cloud, de la messagerie, du Wi-Fi, etc. Néanmoins, en termes de sécurité, tout le monde s'accorde à dire que les principales choses à faire, c'est d'abord la sécurisation du firewall et des postes de travail. Et ensuite, le plus gros des menaces est énormément véhiculé par la messagerie. Et une fois que potentiellement un hacker est rentré dans un réseau, ce qu'il va chercher à faire, c'est essayer d'étendre son niveau de droit et son niveau de privilège, d'où l'importance de mettre en place de l'authentification utilisateur avec des politiques de sécurisation sur les mots de passe qui sont relativement élevées. La troisième grosse tendance qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de staffer des ingénieurs en sécurité informatique. Donc on a un panel d'équipements, des pare-feux, du chiffrement, des antivirus de poste, etc. Mais les statistiques nous montrent bien que en fait la plupart des défaillances de sécurité, elles sont aussi imputables aux configurations, imputables aux humains en fait qui sont derrière les consoles. Et donc ça c'est vraiment important et c'est là aussi que Bretagne Télécom va pouvoir jouer un rôle là-dedans pour vous accompagner dans votre changement, dans votre sécurisation, dans la vérification de la compliance de vos entreprises et du niveau de sécurité qu'on peut en attendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, de manière moyennée statistique, on constate que les entreprises mettent entre 100 et 200 jours à détecter une attaque ou à détecter une compromission de données. Et en moyenne, ils vont encore mettre plusieurs mois à parer à cette compromission de données ou à essayer de corriger la compromission de la donnée. Et par rapport à ça, il faut essayer, enfin, ce qu'on souhaite, c'est le plus possible réduire ce temps de détection et ce temps de correction. Cet aspect-là est vraiment important. Et plus on va avoir d'indicateurs de sécurité ou de compromission ou d'attaque, plus on va être capable de réagir rapidement. Un dernier point, c'est que toutes les entreprises sont soumises à ces attaques. Il y a eu pas mal de reportages, on n'avait pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais pas mal de reportages, y compris télévisés, où on explique, voilà, Renault s'est fait attaquer, mais aussi la petite TPE à côté de chez vous s'est fait attaquer, il s'est fait le président s'est fait chiffrer toutes ses données et il a perdu tout le travail d'une année, de 2 années, parce qu'il n'avait pas forcément mis en place de sauvegarde, etc. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer, la question c'est quand est-ce qu'on va se faire attaquer et dans quelle mesure on va être capable de répondre à ces attaques. De manière plus générale, j'ai tendance à dire si vous voyez pas d'attaque, c'est que vous êtes attaqué. Un client qui ne constaterait pas des attaques est un client qui en fait n'a pas une suffisamment bonne visibilité sur son réseau informatique. Parce qu'aujourd'hui, des robots, il y en a partout, ils attaquent vos serveurs, ils attaquent vos endpoints, votre messagerie, quoi qu'il arrive. Autre chose qu'il faut bien savoir, c'est que un attaquant, ce qu'il va faire au cours de son attaque, il va suivre un espèce de cycle qui peut, dans certains cas, être répétitif. Dans ce cycle de l'attaque, il y a une première étape qui est la découverte de l'environnement. Donc, la première étape, c'est la prise d'information. Une fois qu'on a collecté de l'information sur la cible, on va chercher à obtenir
une meilleure emprise sur le réseau, donc obtenir en fait de plus en plus d'accès. Et on va en fait infecter X ou Y machines pour pouvoir en fait se propager à l'intérieur du réseau. Et une fois qu'on va avoir compromis une machine, une fois qu'on va avoir pris la main sur une machine, en fait, c'est ce qu'on appelle les attaques internes. On va chercher à faire de l'escalade de droit et à étendre le pouvoir ou étendre entre guillemets l'emprise de l'attaquant sur le réseau informatique. Et ce mécanisme peut se faire de manière cyclique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a infecté une machine, on va de nouveau refaire une étape de prise d'information, etc., etc. Et on va voir que d'un point de vue du firewall, chacune de ces étapes peut être détectée de différentes manières et c'est autant de parades qu'on va pouvoir mettre en place pour bloquer l'attaquant. D'un point de vue statistique, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que voilà, tout le monde est attaqué, pas uniquement de manière externe, aussi de manière interne, que ce soit lié à des attaques directes ou indirectes, et avec ou sans un facteur humain impliqué là-dedans. Évidemment, le coût associé à ces compromissions de données peut être très très élevé, notamment dans le secteur de la santé. On a tendance à négliger le coût du vol de données ou le coût des compromissions d'informations. Et puis évidemment, on va retrouver dans le top tout ce qui est finance et technologie. Afin de parer un maximum à toutes ces menaces, Bretagne Télécom a retenu la société Fortinet, l'éditeur Fortinet, pour sécuriser son réseau. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail pour vous redonner un aperçu de ce qu'est Fortinet. Fortinet, c'est un acteur de la sécurité transverse, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que du firewalling. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu plus sur le firewalling. Le firewall, c'est le premier produit en termes de part de marché pour eux. Ils sont le premier éditeur dans le monde en nombre d'équipements vendus, avec plus de 3,8 millions d'appliances qui ont été expédiés chez des clients. Aujourd'hui, c'est plus de 5000 employés, dont plus de 1700 uniquement sur la partie technique. Donc, on a quand même une très grosse culture technique chez Fortinet. Il faut savoir que les fondateurs, les frères Xi, sont des vrais techniciens. C'est des anciens ingénieurs de NetScreen avant le rachat par Juniper. Il y a énormément de brevets, beaucoup d'innovations technologiques et il y a également beaucoup de cash. C'est une société qui est rentable et qui, en fait, avec cet argent, en profite pour faire du développement, faire de la R&D, développer de nouveaux produits. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que c'est une société qui est pérenne d'un point de vue de l'avenir et d'un point de vue du maintien des supports, des versions et des produits. Aujourd'hui, Fortinet est vraiment positionné à peu près dans tous les secteurs de marché, que ce soit aussi bien les TPE, le SMB, mid-market et les très grosses entreprises. Également, Fortinet a une très grosse présence chez les télécoms. On voit que les 10 plus grosses sociétés télécoms du Fortune sont équipées en Fortinet parce que Fortinet en fait a une capacité à délivrer de la sécurité à très haut niveau de performance grâce à des puces d'accélération hardware qu'on appelle des ASIC ou Forti SPU qui vont permettre de processer la sécurité à très grande échelle. Et ça, c'est également un bénéfice dont profite Bretagne Télécom sur sa plateforme Data Center. En termes de comparaison avec les concurrents, Fortinet est un des créateurs du concept de l'UTM, donc le Unified Threat Platform, et également un acteur dominant du Next-Gen Firewall. Donc, c'est deux comparatifs qui sont faits par le Gartner, dans lequel on retrouve des compétiteurs comme Checkpoint, Palo Alto ou Cisco. Et Fortinet est leader depuis de nombreuses années dans ces deux cadrans. Le Gartner étant aussi un bon représentant de l'état du marché et de la reconnaissance de la maturité d'un produit sur le marché. En termes de fonctionnalité, en fait, à l'époque où les frères Xi ont créé la société Fortinet, ils ont voulu réunir au sein d'un même boîtier, au sein d'un même produit, différentes fonctionnalités avec des fonctionnalités avancées en termes de filtrage, des fonctionnalités de filtrage applicatif ou de filtrage de contenu. C'est-à-dire, là où auparavant on avait
une appliance ou un produit dédié pour la partie VPN, un produit dédié pour l'IPS, un produit pour euh, l'antivirus ou l'application control, un produit pour faire le Wi-Fi. Les frères Xi ont voulu réunir tout ça au sein d'une même appliance et grâce aux ASIC, ils sont capables de faire tout ça avec des bonnes performances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du firewall, en fait, on va soumettre à licence uniquement les fonctionnalités qui ont besoin de récupérer des bases de connaissances et des bases de menaces en temps réel. Cette base de menaces ou cette base de connaissances va être fournie par les laboratoires de recherche FortiGuard. Et FortiGuard vont en fait collecter de l'information des 3 millions de boîtiers, faire leur recherche dessus et restituer des bases de signatures avec les antivirus, les détections d'attaques IPS pour tout ce qui va être attaque par exemple de cross-site scripting, SQL injection, etc. Et ça va permettre de vous protéger sur les différents flux qui vont transiter à travers du firewall. Toutes les fonctionnalités qui n'ont pas besoin de ces signatures temps réel sont incluses dans le boîtier. Par exemple, la partie VPN n'est pas payante. Ce qu'il faut assimiler, c'est qu'un malware, ça utilise toute une technique pour rentrer dans un réseau. Et qu'en fait, il suffit qu'on bloque une seule de ces techniques pour se protéger de l'infection. Et c'est là que vont rentrer en compte les différentes briques ou les différentes analyses au niveau du firewall. J'aime bien prendre l'exemple d'un malware qui a fait beaucoup de dégâts en 2015 et 2016 qui s'appelle Loki. C'est donc un ransomware qui se transmettait beaucoup par email, souvent sous la forme d'un PDF ou d'un document Word infecté. Ce document, il arrive dans la messagerie, donc la première chose qu'on peut faire, c'est analyser est-ce que l'émetteur du mail, il n'est pas connu comme étant malicieux, ou est-ce que l'IP de provenance du mail n'est pas connu comme étant malicieux, ou alors est-ce que la manière dont est écrit le mail n'est pas suspecte. Ensuite, on va pouvoir regarder par exemple la pièce jointe. On va faire une analyse antivirus sur la pièce jointe et dire est-ce que éventuellement cette pièce jointe elle n'est pas connue comme étant malicieuse. Si l'attaquant a été suffisamment malin, il peut essayer de cacher ses traces. Et on va se retrouver potentiellement avec peut-être une machine qui serait infectée, donc dans le cas d'un 0D. Mais même si la machine est infectée, on va pouvoir en fait utiliser d'autres fonctionnalités comme le filtrage d'URL ou le contrôle de la réputation IP ou l'IPS pour essayer de détecter la connexion vers le serveur du hacker. En fait, de plus en plus de malware sont dits connectés, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer en temps réel avec un serveur ce qu'on appelle un serveur de command and control. Et cette communication peut être interceptée. On a eu des cas clients où en fait les collaborateurs étaient rentrés chez eux le soir avec leur ordinateur. Ils se connectent à leur Livebox à la maison, leur Freebox, peu importe, et puis ils vont sur un site. Et vu qu'ils sont chez eux, ils sont pas protégés aussi bien que dans l'entreprise. Ils se font infecter par un ransomware. Le ransomware, il commence à faire son travail. L'utilisateur, il s'en rend pas forcément compte. En revanche, le lendemain, quand le collaborateur rentre dans l'entreprise, en fait, le ransomware, il va commencer à essayer d'attaquer les ressources internes à l'entreprise. Et c'est là qu'on va pouvoir en fait détecter qu'on a une machine qui est apparue dans le réseau et qui est compromise. Et là, ça va être possible via du botnet detection, contrôle des requêtes par nom de domaine, contrôle des IP qui sont utilisés. Voilà, c'est toutes ces techniques-là qu'Anthony va vous faire, dont Anthony va vous faire la démonstration. Il va vous expliquer ça très bien. Je vais passer la main à Anthony, justement, qui va vous expliquer un petit peu dans quel contexte est-ce que les produits Fortinet ont été installés chez Bretagne Télécom pour permettre la sécurisation des clients. Merci Maxime. Donc du coup, bonjour à tous. Donc la présentation que Maxime vous a faite, c'était partie vraiment Fortinet. Là, j'attaque donc vraiment la partie Bretagne Télécom. Nous, notre architecture, elle est composée souvent de cette architecture-là. Enfin, en fait, c'est souvent c'est toujours ça qu'on va retrouver chez différents clients. En fait, ça va être la partie MPLS qui va représenter du coup tous les sites du client.
La partie hébergement, donc qui va être les différentes machines, que ce soit des serveurs Active Directory, des serveurs web, des serveurs d'application, ou même des serveurs de VM. Et une sortie internet qui va être qui va être protégée via le firewall en fait. Donc j'ai précisé ici les flux dans le sens où la navigation internet va être protégée pour l'utilisateur. Donc quelqu'un qui est connecté depuis le MPLS donc va devoir transiter via le firewall et sera protégé dans sa navigation. J'ai fait autrement au niveau de la flèche violette, la protection au travers du firewall de l'accès aux machines. Donc, comme disait Maxime, une machine qui est infectée, si elle essaye d'accéder à un serveur, ben, le firewall sera capable de la détecter. Et pareil, si on veut accéder à, par exemple, un serveur web qui est hébergé chez Bretagne Télécom, le firewall va vérifier toutes les connexions qui vont se faire, quoi. Les fonctionnalités qu'on va retrouver sur les firewalls, c'est donc globalement de la sécurité. Donc c'est redondant avec ce qu'expliquait Maxime. Encore une fois, donc c'est vraiment se protéger contre tout ce qui va être malveillant, tout ce qui va être tentative d'attaque, que ce soit interne ou externe. La performance avec justement l'ASICS, comme disait encore une fois Maxime, pour avoir un processeur de sécurité qui va être dédié à ça, à justement analyser tous les flux, complètement indépendant du hardware du Fortinet. Donc la certification, donc encore une fois l'efficacité et la performance dans la sécurité. La sécurité fabrique qui permet donc l'intégration d'avoir toute la chaîne qui est protégée, pas que les policies, pas juste ça, juste avoir l'antivirus, avoir l'anti-malware, avoir le filtre des DNS, la prévention des attaques et des intrusions. Ensuite le management, la liste de contrôle, conformité. Donc en gros, c'est de qui a le droit de manager le firewall, qui peut faire quoi et comment, et la gestion du réseau. Voilà. Donc les différents services, on utilise nous chez Bretagne Télécom le filtrage d'URL qui permet justement de savoir qui on va accéder, qui on va laisser accéder à quelles ressources. Des exemples, je vais vous faire une démonstration un peu plus tard, avec les exemples concrets de ce qu'on peut faire. La sécurité des applications, l'antivirus qui vont être ouverts en quarantaine au niveau du firewall et qui vont être détectés en fait. Ils vont pas être ouverts, ils vont être détectés au niveau du firewall pour éviter de corrompre des machines. L'anti-intrusion qu'on peut mettre en place côté client ou côté serveur. La sécurisation des accès externes. Donc ça, c'est ce que j'expliquais justement pour la connexion aux serveurs web qui vont être hébergés chez nous, par exemple, de se prévenir des attaques qui vont venir de l'extérieur. Et puis l'administration, qui est une chose qu'on permet, qu'on fournit chez Bretagne Télécom, c'est soit vous pouvez vous-même manager votre firewall au niveau des policies, au niveau des règles, à plus ou moins, à certaines mesures, et soit nous déléguer cette partie-là en cas de besoin, quoi. Je vais laisser Reda justement présenter un petit peu qu'est-ce que... Sur ce slide, tout à fait, sur les services et l'accompagnement autour des services de sécurité. Aujourd'hui, on a un chef de projet dédié qui va vous accompagner dans le déploiement du Fortinet. Et on a aussi un ROC qu'on appelle chez nous responsable opérationnel de compte, qui est une option qui vous permettra de faire un suivi quotidien des différentes, de toute la notion de sécurité, les reporting autour du firewall. Et ça restera en continu pendant tout le cycle de vie. On a bien évidemment le support technique 24/7 qui est là en termes de supervision proactive du réseau.
Au niveau de la conception, on va gérer toute la partie conception, l'installation, l'exploitation et la maintenance du réseau. Donc c'est notre métier, c'est normal. Et enfin, sur la partie sécurisation des liens, on va proposer une redondance pour assurer la continuité de service. Donc on est sur un backup actif-passif. Et de toute manière, on va vous le montrer par la suite avec Anthony qui va passer justement sur la partie démo. Donc du coup, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette interface donc là c'est une interface de démo qui nous a mis à disposition gentiment par Maxime. Donc on est sur un environnement de test, on est très proche de ce qu'on va retrouver chez nous, mais bon, pour une question de confidentialité, on a choisi d'utiliser un environnement de test pour vous faire la présentation. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est globalement l'interface web, c'est ça. Ce qu'on va utiliser beaucoup pour faire les différentes règles qu'on appelle ici les policies, c'est cette interface là en gros qui va définir quelle ressource peut accéder à quelle ressource et on peut filtrer sur les services, filtrer sur le temps, enfin, à quelle période de temps ces ressources sont accessibles et plein de choses comme ça en fait qui sont plus ou moins utilisées en fonction des besoins. Ce que je voulais vous montrer ici, du coup, c'était vraiment la notion de sécurité qui peut être mise en place, et typiquement sur une tentative par une machine corrompue de se connecter justement à un serveur pour récupérer des infos, pour fournir des informations. Nous, on active par défaut en fait sur nos firewalls le botnet pour justement bloquer les ressources et bloquer les tentatives de connexion à ces serveurs de méchants entre guillemets. On va retrouver ici une liste il y a 33 000 IP quand même, un peu plus, qui est actualisée en fonction justement via le FortiGuard, via les bases de données Fortinet. Donc c'est actualisé régulièrement, voire tout le temps en fait, et on voit les différentes adresses et les différentes adresses et ports qui vont être utilisés. Donc en gros, si le FortiGate détecte une connexion vers ces adresses, directement elle sera coupée quoi. Je voulais revenir ensuite sur la partie sécurité avec l'onglet antivirus, on en a parlé. On est sur le StandardFlow, pardon. Donc en gros, ça c'est des paramètres qui vont être activés encore une fois sur les policies que je vous montrais avant. Du coup, j'ai peut-être pas bien incité là-dessus. Donc à faire. Typiquement, on va prendre le cas. Hop, là, je vais vous montrer. Donc ici, on va avoir différents paramètres, ce qu'on appelle les sécurités profils, qui vont être appliqués sur un type de flux. Donc ici, dans ce cas-là, on est sur un flux LAN WAN, donc une connexion vers l'extérieur. Donc où on peut se prémunir des différentes attaques et différentes failles qu'on peut rencontrer. Alors, le DNS filter, on va commencer par ça. Hop. N'est-ce pas? Non, ça. Hop, le standard. Donc, pour résumer, donc ici on a le filtrage web qui est défini, mais par catégorie en fait. Les catégories FortiGuard, qui sont des catégories qui sont encore une fois actualisées et qui sont actualisables par les serveurs FortiGuard. Je vais juste vous montrer. Hop, c'est là. Ah oui. Donc quel type de filtrage est-ce qu'on peut avoir, par exemple, pour le
contenu adulte, mature, donc site de rencontres, de lingerie, etc. C'est ce genre d'exemple. Et je voulais juste vous montrer si je fais ça. C'est bon. Donc, je sais pas, par exemple, un site. Tac, on va faire. Hop, qui est un site de paris en ligne, donc voilà, qui est bien répertorié comme site de paris, quoi. Vous voyez pas mon écran? Excusez-moi. Hop. Donc du coup, je faisais juste le test avec une URL justement de paris en ligne. Donc Winamax, c'est juste pour vous montrer ça. Donc on voit bien qu'elle est catégorisée dans la catégorie donc Paris et va correspondre à justement, je rebascule hop sur l'autre écran, touc, à cette catégorie ici. Hop. Donc ça c'est pour le filtrage par catégorie. On peut appliquer un filtrage par URL autrement, qu'on peut mettre plus ou moins fin en fonction. Alors hop, pour l'exemple, tac, qui était répertorié ici. On va aller sur le site Le Monde. Hop, qui en fait, dans l'autre sens c'est plus logique. Voilà. Donc on voit qu'ici on a la catégorie, enfin le sous-menu économie qui a été bloqué. On active ce blocage, mais on autorise tout de même l'accès au site du Monde. Voilà. Tac. Comme comme je l'ai fait en premier, pardon. Donc ça veut dire qu'on peut avoir accès aux autres menus, mais pas à la partie économie. Donc là, bon, pour ce cas-là, c'est pas forcément du concret, mais on peut avoir des sites où on veut justement limiter la partie, l'accès à certaines parties. Donc, la partie que j'expliquais aussi pour limiter les intrusions sur les machines. Pour la partie Certificate Inspection, c'est justement ce que tu nous expliquais aussi tout à l'heure. Dans tout ce qui est filtrage des flux chiffrés, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas en mesure de connaître ce qui transite à l'intérieur d'un canal HTTPS. Néanmoins, on va quand même être en mesure de bloquer, par exemple, Facebook ou autoriser Facebook ou bloquer YouTube ou bloquer Dailymotion, même si c'est du HTTPS. Alors, je crois que c'était Winamax en HTTPS qui était bloqué. Voilà, juste l'idée, c'est de dire on est capable de filtrer du contenu qui serait chiffré. Parce qu'on va faire donc, ce qui est marqué ici de l'inspection de certificats. En fait, on lit ce qu'il y a dans le certificat et on peut aussi lire ce qu'il y a dans l'initialisation de la connexion, où en fait le client va requêter un serveur en particulier. Donc, on est capable de faire du filtrage là-dessus, sans faire de déchiffrement. Ouais. On a aussi la capacité de faire du déchiffrement, ce qu'on appelle du man in the middle, content inspection ou full SSL inspection, comme ça s'appelle chez Fortinet. Et dans ce cas-là, on est capable, par exemple, de bloquer un malware dans une connexion chiffrée, parce qu'en fait, on va déchiffrer la connexion de bout en bout. Donc, par rapport à ça, le meilleur exemple, c'est le téléchargement d'un fichier qui serait transporté via un canal HTTP ou HTTPS. Donc, Anthony, tu peux faire la démo donc, sur Winamax pour le filtrage web et tu peux faire la démo du écart pour le fichier. Vas-y directement sur winamax.fr en HTTPS. Mais je l'ai fait ça tout à l'heure. Ah bah oui, du coup, vous l'avez pas vu. Du coup, quand ça a bloqué, vu que tu n'avais pas ton... Voilà. Ouais. Donc là, ça bloque en HTTP. Maintenant, si on refait la même connexion en HTTPS,
Bah, en fait, on voit qu'on a une erreur de certificat parce que le Fortinet, il a filtré le certificat et donc il essaye d'afficher sa page de blocage. Donc ça, c'est normal qu'on ait ce comportement-là. Et donc on voit qu'on a quand même bloqué la page web, même si c'est du HTTPS. Là où chez certains éditeurs, on n'est pas capable de faire ce filtrage-là parce que c'est des flux chiffrés. Ensuite, sur la partie déchiffrement, voilà, si on met en place du déchiffrement de bout en bout, on va pouvoir aller jusqu'à bloquer un virus dans une connexion HTTPS. Donc là, pour le blocage du virus, on a Écart qui est pas mal. Je voulais aussi parler de la particularité de ça, c'est justement la nécessité d'installer le certificat sur le client en fait. Ça, ce serait, ouais, donc quand on est en mode inspection man in the middle, quand on veut faire du déchiffrement, Ouais. c'est plutôt l'autre profil qui s'appelle Deep Inspection, je pense. Le Deep, ouais. Dans le menu. Mince. Ouais, pas Decrypt. Ça, c'est pour, ouais, plutôt Deep Inspection. Ouais, non, quand on fait du Deep Inspection, effectivement, on va avoir la nécessité d'installer une Certificate Authority si on veut pouvoir déchiffrer tous les flux, sachant que voilà, dans certaines entreprises, c'est pas forcément toléré, il faut que ce soit accepté par l'ARH, le CHSCT, etc. Mais on a le petit pop-up qui est en jaune là, où en fait, si on regarde le message qui s'affiche, ça va nous dire qu'il est nécessaire d'installer le certificat au niveau des machines pour que en fait la chaîne de confiance soit maintenue. Donc ça, c'est si on veut faire du déchiffrement de bout en bout. Et là, on va être capable de bloquer, y compris des malwares qui seraient transportés dans des canaux chiffrés. Du coup, ouais, c'est un peu plus lourd à mettre en place. Et enfin, on a un profil d'analyse des flux chiffrés qui s'appelle Decrypt Web Server, où là, on va être capable en fait de protéger les serveurs web parce qu'on installe le certificat du serveur web sur le FortiGate pour faire l'analyse. Si tu veux montrer dans les profils de flux rentrants. Ouais. Non, c'était DMZ, je crois. Pardon. Je clique. Ouais, donc on va avoir le certificat, l'IPS qui va être mis en place justement sur cette connexion entrante vers le serveur, quoi. En fait, là, dans le cadre de notre environnement de démo, on a un reverse proxy, mais on a pas mal de clients en fait qui se contentent de faire le déchiffrement sur le firewall, sur le FortiGate, et qui vont en fait à la place de mettre un FortiWeb ou peu importe, ils vont mettre directement leur serveur Exchange OWA. Ils vont réutiliser le serveur dans le profil que vous a montré Anthony. Ils vont réutiliser le certificat, pardon, dans ce profil-là, pour être en mesure de détecter les attaques IPS dans le HTTPS. Donc, si tu peux aller dans la partie FortiView, on doit avoir peut-être quelques attaques qui se baladent depuis récemment. Voilà, par exemple, on a un IPS qui a été déclenché récemment, a priori. Ou alors des connexions avec des serveurs de botnet. Et ici, on va retrouver en fait la vue temps réel de ce qui se passe. Ou les événements critiques qui auraient été bloqués récemment. C'est mon test de tout à l'heure. Ouais. Donc là, on est sur un intervalle de 24 heures. Donc, okay. Ça, c'était pour les menaces qu'on peut visualiser. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? La partie application control qu'on n'a pas montré. La web filtering, la partie application control. Du coup, un profil app.
Non, c'est le default, pardon, qui est appliqué. Là, par exemple, on a un profil qui bloque le peer-to-peer. Et en fait, dans les logs, il y a une machine qui a un client BitTorrent. C'est ce profil d'application control qui va permettre de bloquer le BitTorrent. La partie FortiView, soit les logs ou FortiView, la partie application control. Tu dois l'avoir dans les applications ou dans. Ouais, non, c'est ça, pardon. Donc du coup, ouais, on visualise bien tout ce qui peut être bloqué ou autorisé justement en partie appli, quoi. On peut le retrouver aussi dans les events. Dans les menaces aussi, tu dois avoir le peer-to-peer. Dans les frites. Le problème, c'est que ici, on peut pas. Ah si, c'est bon, il est là. Ouais. Et donc là, si on clique, on peut avoir le détail de la session. Savoir quelle était la machine qui générait le flux BitTorrent, récupérer sa MAC adresse par exemple en survolant le device, le nom du device. On a la MAC adresse, on a à quel moment elle a été détectée, sur quel port elle est arrivée. On peut retrouver tout le détail de la session, le nombre de sessions, avec qui elle a tenté de communiquer, est-ce qu'on l'a bien bloqué ou pas. Donc ça va être assez intuitif. On a aussi la capacité de générer des rapports en parallèle de ça. Juste ça aussi qui peut être intéressant. Ouais, Jihad qui est dans les. En gros, on filtre sur un contenu dans une page directement. Donc pattern, donc ça va être un mot clé en fait qui va match, et si ce mot clé est repéré, la page est directement bloquée, quoi. Mince. Là, j'ai vu qu'il guettait. Donc là, c'est pas bloqué sur Google parce que c'est du chiffré. Par contre, si on prend une URL, l'Ops, par exemple, non pas celle-là, elle est chiffrée. Ouais, par exemple celle-là. Voilà. Et là, c'est bloqué parce que on a détecté le mot-clé Jihad dans la requête de l'URL. Donc, on est capable de faire de l'analyse à l'intérieur de la requête. L'anti-malware qu'on n'a pas parlé. Ouais, bah, tu peux faire la démo sur Écart. Ouais. Ce que fait Anthony, c'est un bon test aussi que vous pouvez faire sur votre réseau. En fait, ça permet de télécharger un échantillon de test. En gros, c'est des fichiers qui sont corrompus. Enfin, c'est des virus qui sont contenus en fait. Donc là, j'ai même pas le droit de télécharger le fichier. Il est bien repéré comme infecté. L'avantage, c'est que du coup, on va bénéficier d'un double niveau de protection, à la fois en tant qu'antivirus de flux, et si vous avez une solution de endpoint sur votre machine, il va y avoir une deuxième analyse antivirale, mais qui ne se fera peut-être pas sur les mêmes bases antivirales. Donc, ça va permettre de compléter la protection. Et on est capable de faire le blocage, là, comme a montré Anthony, y compris sur des fichiers qui sont dans des zips. Donc, dans une archive, on est capable, enfin, le firewall va ouvrir l'archive et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, merci pour la présentation, Maxime, et merci Anthony également. Merci à tous d'être présents, d'être venus nombreux à ce webinaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle session autour de Fortinet. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous.